Je pense que l'Iran a la capacité d'infliger des dégâts dévastateurs à Israël. Ils éviteront Jérusalem, mais ils détruiront Haïfa et Tel Aviv, pire que tout ce qu'Israël a jamais connu. Compter sur le THAAD, le Patriot ou le dôme de fer ne servira à rien. L'Iran dispose de trop de missiles. Ils peuvent submerger et épuiser les systèmes de défense aérienne. Et ils possèdent aussi des missiles capables de voler à des vitesses hypersoniques et de manœuvrer. Ce serait bien impossible leur interception par ces systèmes. L'Iran utilise une stratégie de rope-a-dope, en référence à la technique de Muhammad Ali, consistant à laisser son adversaire s'épuiser avant de riposter. La rhétorique et les affirmations d'Israël ne correspondent pas aux faits. Si l'Iran n'a pas encore tiré cette leçon, ils vont avoir de plus gros ennuis. Mais je pense qu'ils l'ont comprise. Vous savez, ils disposent de 18 types différents de missiles balistiques, à la fois anciens et très modernes. Ils viennent de tester un missile balistique intercontinental, apparemment avec succès. Ils ont 5 types différents de missiles de croisière et plus de 15 types de drones. Donc, l'Iran s'est préparé au cours des dernières années. Si l'on remonte à octobre 2024, lorsqu'ils ont lancé une attaque de démonstration, ils voulaient montrer à Israël ce qu'ils pouvaient faire avec des drones et des missiles, espérant que cela convaincrait les Israéliens de se retirer. Cela a eu l'effet inverse. Ils ont simplement supposé « Oh, l'Iran est faible ». Ils ont pris la patience iranienne pour de la faiblesse. Et la même chose s'est produite en juin, pendant la guerre de 12 jours. Ils ont continué à mentir au public, affirmant que l'Iran n'avait en réalité infligé aucun dommage à Israël, alors que c'était exactement le contraire. L'Iran en est donc arrivé au point où il a tracé une ligne dans le sable. L'Iran est donc désormais pleinement justifié, et il est prêt à se défendre. Il ne donnera pas le premier coup, mais s'il est attaqué, il ripostera à une échelle massive. Et il ne s'arrêtera pas tant qu'un règlement négocié de la guerre n'aura pas été trouvé, incluant la levée des sanctions économiques contre l'Iran. C'est là, je pense, que tout cela finira par mener, car cette fois, l'Iran bénéficie du soutien de la Chine et de la Russie. Des rapports indiquent que la Chine a fourni un radar 3D avancé, un dispositif qui leur permet de déterminer des emplacements précis, l'altitude et la direction du déplacement. S'ils peuvent l'utiliser pour identifier les menaces entrantes, ils disposent alors de systèmes de défense aérienne fournis à la fois par la Russie et la Chine. Et en ce moment, des navires de guerre chinois et russes se dirigent vers la mer d'Arabie. La situation tactique est donc aujourd'hui bien différente de celle à laquelle l'Iran a été confronté lors de l'attaque surprise du 13 juin 2025. Donc contrairement à ce qui s'est passé le 13 juin 2025, la guerre de 12 jours, puis à cette dernière tentative de déclencher une révolution de couleur qui a commencé le 28 décembre et a duré jusqu'à environ le 10 janvier, il y avait principalement des agents du renseignement du Mossad sur le terrain en Iran. Ils ont joué un rôle crucial surtout pendant la guerre de 12 jours, en aidant à détruire certains systèmes de défense aérienne, ainsi qu'à guider des armes au laser sur leurs cibles. À ma connaissance, Israël ne faisait pas voler d'avions en Iran, ni au-dessus de l'Iran pendant la guerre de 12 jours. Ils utilisaient encore des frappes à distance. Eh bien, ces réseaux de renseignement, je pense, ont maintenant été complètement compromis à cause de ce que les Iraniens ont découvert l'année dernière et de ce qu'ils ont fait cette fois en suivant les terminaux Starlink. Maintenant, si l'on regarde ce que nous avons au large des côtes iraniennes en ce moment, nous n'avons qu'un seul porte-avions. D'accord? Nous avons donc la moitié de ce que nous avions en mer Rouge, et au lieu d'un total de 5 navires capables d'assurer la défense aérienne, nous n'en avons plus que 3. Ce qui rend la situation encore plus faible, c'est que chacun de ces 3 destroyers, au lieu d'avoir un ensemble complet d'environ 100 missiles de défense aérienne dans leurs cellules de lancement verticales, imaginez-les comme des tubes intégrés dans le pont du navire, en possèdent désormais moins. Mais d'après ce que je comprends, ces navires restent à environ 1000 milles des côtes iraniennes, car l'Iran dispose de drones et de missiles anti-navires capables de parcourir plus de 1000 milles. Et quelle est la portée d'un Tomahawk? 1000 milles. Donc s'ils les tirent,
ils atteindront à peine les plages. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient frapper n'importe où à l'intérieur de l'Iran. Et maintenant, nous nous retrouvons face à l'Iran, qui possède une force aérienne moderne. Ils ont des systèmes de défense aérienne modernes, renforcés par la Russie et la Chine. Quelles sont les réflexions du côté israélien? Je ne sais pas si tu suis les médias israéliens, mais surtout maintenant que Netanyahou doit rendre visite à Trump cette semaine. Les Israéliens ont subi beaucoup de destruction la dernière fois. J'ai entendu dire que certains pensent qu'il prévoit de rester en retrait cette fois-ci et de ne participer que si l'Iran est en position de faiblesse, et que ce serait, je suppose, une aventure militaire à faible coût, en espérant que l'Amérique puisse s'en charger seule. Encore une fois, on ne sait jamais. Mais quelle impression as-tu d'Israël? Y a-t-il une crainte qu'il faille agir maintenant, avant que l'Iran ne devienne trop puissant? Ou bien des inquiétudes selon lesquelles Israël lui-même ne serait pas prêt pour cette guerre? Et avec ce genre de pression exercée sur Trump, il y a de fortes chances qu'il cède. Ce qui est si dangereux, c'est que nous continuons à nous répéter à quel point nous sommes formidables sur le plan militaire. How great we are militarily. We're like the evil queen in... Vous savez, nous sommes un peu comme la méchante reine dans Blanche-Neige. Vous savez, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et le miroir répond, oh, c'est toi, tu es la meilleure. Personne n'est meilleur que toi. Et pourtant, nous sommes incapables de prendre du recul et de regarder objectivement. D'accord, comment nous en sommes-nous sortis en Afghanistan après 21 ans? Comment nous en sortons-nous en mer Rouge face aux Houthis après plus d'1 an de l'opération Prosperity Guardian, puis de Rough Rider? Nous avons échoué. Et sans reconnaître cela, nous sommes entrés dans une ère où l'armée américaine, telle qu'elle existe institutionnellement, a été conçue pour une période particulière, à une époque où la technologie était différente. Elle a désormais changé. Regardez maintenant ce que nous faisons avec les porte-avions. Nous passons des années à les construire, 15 milliards de dollars ou plus, et tout à coup, ils peuvent être détruits par un missile hypersonique coûtant 500 000 dollars. La Chine en a, la Russie en a, et l'Iran en aurait également. Surtout maintenant, comme on le voit dans le cas de l'Iran, nous devons les maintenir si loin des côtes que les armes qu'ils possèdent, celles qui pourraient normalement être utilisées si les porte-avions se trouvaient, disons, à une centaine de milles, sont désormais pratiquement inutiles à cause de la distance trop grande. Ainsi, avec l'avènement des drones, rien que d'un point de vue technologique, on se rend compte que ces destroyers censés assurer la défense aérienne disposent d'une centaine de missiles à bord. En général, lorsqu'ils subissent une attaque, ils tirent 2 de ces missiles, parfois plus, mais disons au moins 2 pour abattre une seule cible. Cela fait 50 tirs possibles. Alors imaginez que vous submergiez un porte-avions ou ce destroyer avec 300 drones. C'est faisable. On ne peut pas tous les abattre, et ils peuvent ensuite attaquer et causer des dégâts.